À l'ordre, s'il vous plaît, la Commission des relations avec les citoyens reprend ses travaux. Alors, comme dernier intervenant, nous avons la Ligue des droits et libertés, la Ligue est représentée par M. Sam Bosquet, je m'excuse, est-ce que j'ai bien nommé votre nom? Vice-président, je suis partie à débaptiser les gens, je m'en excuse. Ainsi que Mme Laurence Guénette, coordonnatrice et porte-parole. Alors, Madame, Monsieur, vous allez bénéficier d'une période de 10 minutes pour votre exposé et par la suite, on procède à l'échange avec les parlementaires. Alors, la parole est à vous pour 10 minutes. Parfait, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. La Ligue des droits et libertés, c'est une organisation indépendante, non partisane et à but non lucratif qui défend et promeut les droits humains depuis plus de 60 ans maintenant. Donc, on a été créé en 1963, puis on a influencé de nombreuses politiques publiques et projets de loi, et notamment vers l'adoption de la Charte québécoise dans les années 70. La Ligue des droits et libertés, on va le dire sans détour, on s'oppose fermement au projet de loi 52 qui a pour objet de renouveler le recours à la clause dérogatoire à la Charte canadienne et on était très opposés également en 2019 au projet de loi 21. Pour nous, c'est inacceptable que le gouvernement du Québec s'entête à faire fi des droits et libertés de la population québécoise qui sont garantis par les deux chartes, la québécoise et la canadienne, alors que son rôle devrait être d'en assurer l'entière protection et le plein respect. Pour nous, les chartes québécoises et canadiennes constituent vraiment le socle de notre société démocratique et vraiment, la population a tout à craindre d'un gouvernement qui se permet de déroger ainsi aux droits humains. La notion de souveraineté parlementaire qu'on entend beaucoup ces dernières semaines, puis beaucoup aujourd'hui également, donc souveraineté vis-à-vis du fédéralisme, souveraineté vis-à-vis des tribunaux. Pour nous, c'est vraiment un écran de fumée qui sert à détourner l'attention du problème réel, à savoir qu'une loi qui est en vigueur depuis maintenant presque 5 ans viole les droits et libertés. On rétorque à cette notion de souveraineté parlementaire que la séparation des pouvoirs et l'équilibre entre ces mêmes pouvoirs, c'est au fondement d'un État de droit démocratique. Donc, je sais qu'on a déjà entendu parler de cette dimension-là plus tôt dans la journée. Contrairement à ce qu'ont laissé entendre les représentants de Droits collectifs Québec précédemment, avec une citation vieille de 50 ans, donc la Ligue des droits et libertés, simplement pour préciser qu'on ne place jamais les droits en opposition entre eux. On travaille vraiment depuis une perspective d'interdépendance des droits, laquelle a été consacrée notamment en 1993 à la Conférence de Vienne, puis qui reconnaît comment l'exercice de tous les droits humains sont interconnectés ensemble. Donc, on travaille vraiment depuis cette perspective-là. J'aimerais qu'on revienne brièvement sur le contexte de l'adoption du projet de loi 21, donc loi sur la laïcité, en 2019. Donc, ce projet de loi a été adopté, il faut le rappeler, sous bâillon, sans l'unanimité de l'Assemblée nationale. Et c'était la première fois, en fait, que le gouvernement québécois dérogeait aux chartes dans des circonstances aussi peu démocratiques. Il faut rappeler aussi que le projet de loi 21 dérogeait de façon mur à mur, ce qui signifie que le législateur a choisi de déroger à tous les droits auxquels il est possible de déroger aux deux chartes, alors qu'on devrait, peut-être qu'on pourrait se demander pourquoi ne pas choisir plutôt de déroger avec le plus de parcimonie possible, étant donné l'importance de ces instruments de protection des droits et libertés. Également, le gouvernement a choisi de déroger de façon préemptive ou préventive, de sorte à éviter que les tribunaux puissent se prononcer ultérieurement sur le caractère raisonnable ou non des atteintes aux droits et libertés. Donc, de cette façon-là, le gouvernement escamote à la fois les débats dans l'arène judiciaire et les débats dans l'arène politique en 2019, et ce qui est alarmant au plus haut point. Et là, on va renouveler aujourd'hui, ou on va réfléchir au renouvellement de la clause dérogatoire de la Charte canadienne. Et pour nous, c'est extrêmement inquiétant qu'un gouvernement tente de placer les pouvoirs législatifs et exécutifs au-dessus des chartes, donc à l'abri d'un dialogue démocratique et qui tient compte de l'équilibre des divers pouvoirs qui composent un État de droit. Pour faire un petit détour vers le plan international, avoir une charte qui protège les droits tout en permettant de les écarter, c'est assez particulier et pas tellement répandu. En droit international, le fait de déroger aux droits, c'est pris plutôt comme une mesure absolument exceptionnelle qu'il faut prendre en respectant des critères extrêmement stricts. Donc, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel le Canada et le Québec sont liés, énonce parmi les conditions à respecter
pour déroger au droit, il faut qu'il y ait un danger public qui menace la vie de la nation. Les dérogations qu'on choisit de mettre en place doivent être proportionnelles à ce que la situation exige et doivent être temporaires et toujours doivent respecter le principe de non-discrimination. Donc, pour nous, il y a aussi une incohérence profonde entre la façon de déroger au droit dans le cadre de la loi sur la laïcité de l'État et nos engagements par rapport au Pacte international des droits civils et politiques. Donc, si on revient à la Charte canadienne, donc le renouvellement de la dérogation, d'une part, ce qu'on voudrait souligner, c'est qu'en prévoyant un renouvellement aux 5 ans, la Charte canadienne reconnaît que la suspension des droits humains doit être temporaire et a besoin de renouveler une décision politique, à savoir si on doit prolonger ou non. Et donc, pour nous, aujourd'hui, c'est nécessaire de se repencher sur la nécessité de déroger de cette façon-là au droit. C'est une nécessité qui n'a pas été démontrée en 2019 lors de l'adoption de la loi sur la laïcité et qui ne l'a pas été démontrée depuis. Et c'est pour cette raison qu'on invite le gouvernement du Québec à ne pas renouveler le recours à la clause dérogatoire de la Charte canadienne. Pour la Ligue, c'est vraiment ce qu'un gouvernement responsable doit faire. Pardon. Donc, on va se permettre de revenir sur 2 éléments qui ne sont pas directement l'objet du projet de loi 52, qui est très succinct, évidemment, mais qui sont très, très pertinents dans le contexte. Donc, d'abord, de rappeler que la loi sur la laïcité déroge également à la Charte québécoise. La Charte est une loi, découle d'une loi, en fait, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale en 1975. Donc, la Charte approche de son anniversaire symboliquement très fort de 50 ans. Donc, c'était une décision des parlementaires à l'unanimité de placer les droits et libertés au cœur du système politique et juridique du Québec. Donc, ça dotait le Québec d'une charte et par la suite d'une commission des droits de la personne, également d'un tribunal spécialisé sur les droits de la personne. Et donc, depuis son adoption, presque 50 ans, la Charte québécoise a connu quelques modifications, mais ça allait toujours dans le sens de reconnaître davantage de droits, mieux protéger les droits. C'est la première fois avec la loi sur la laïcité que la Charte subit une modification qui permet plutôt d'affaiblir la protection des droits. Et puisque la dérogation à la Charte québécoise ne prévoit pas de mécanisme de renouvellement, ce qui est quand même un peu problématique, donc nous, on inviterait carrément le gouvernement du Québec, par le biais d'une nouvelle législation, à abroger ou à révoquer le recours à la clause dérogatoire de la Charte québécoise. L'autre élément sur lequel on va se permettre de revenir, c'est bien entendu les conséquences de la loi sur la laïcité. Excusez, je vais surveiller le temps. Minute 26. Parfait. Donc, en termes de droits humains, c'est des conséquences qu'on craignait déjà en 2019. Donc, on a nommé plusieurs droits. Je vous inviterai à lire le mémoire pour plus de détails. Mais donc, ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est que maintenant que presque 5 ans se sont écoulés, ces conséquences en termes de droits humains que l'on craignait sont maintenant avérées et ont commencé à être documentées à travers différentes études et sondages. Donc, on parle de conséquences directes et indirectes sur l'emploi, les études, les aspirations professionnelles, la sécurité économique des personnes, le sentiment d'appartenance à la société québécoise, des personnes qui ont dû quitter le Québec pour pouvoir pratiquer leur emploi tout en exerçant leur liberté de religion. Et on parle aussi d'une exacerbation de l'islamophobie et de la stigmatisation de certaines personnes dans la société. J'aimerais rappeler à cet égard donc, que le Québec est également lié sur le plan international à la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et à celle pour pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Donc, à cet égard, la loi sur la laïcité va dans la direction inverse de ce que prescrivent ces conventions-là depuis la fin des années 70. Et finalement, encore une fois, le Pacte international sur les droits civils et politiques, qui, lui, garantit le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, précisant que ce n'est pas un droit auquel on peut déroger. Et que ça implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, notamment de porter les vêtements ou couvre-chefs distinctifs. Donc,
Pour terminer, comme elles n'ont pas voix au chapitre aujourd'hui, comme on ne les entend pas, on a fait l'exercice de récolter quelques témoignages de personnes directement affectées par la loi sur la laïcité depuis 2019. Donc, principalement, on a réussi à avoir les témoignages en quelques jours de plusieurs femmes musulmanes enseignantes. Et on vous invite vraiment, à la fin de notre mémoire, à lire ces témoignages, qui sont peut-être un format un peu différent de ce qu'on retrouve habituellement dans un mémoire. Mais je pense que c'est important d'avoir le courage d'entendre concrètement les impacts, ce que ça signifie pour ces personnes. Donc, je vous invite fortement à aller lire les quelques témoignages qui se trouvent à la fin du mémoire et d'oser entendre concrètement ce que ça signifie. Donc, pour nous, déroger ainsi au droit, comme le fait la loi depuis 2019, de façon préemptive, mur à mur, sans aucune limite de temps en ce qui a trait... Je dois vous arrêter le temps. Le 10 minutes est écoulé. Alors, merci pour votre exposé. On va débuter la période d'échange. Merci. Je me tourne du côté du gouvernement, une période de 16 minutes. C'est ça, allez-y. Je me souviens jamais. Merci, Madame la Présidente. Depuis le début de la journée, on a entendu plusieurs intervenants qui se sont présentés ici, en personne, en virtuel. On a regardé plusieurs mémoires qu'on a reçues. On n'avait pas entendu de la part de d'autres intervenants de motifs indignes. Personne ne nous avait prêté des motifs indignes. Personne n'avait fait des raccourcis intellectuels. Personne n'avait proféré des insultes. Et pourtant, ce matin, j'ai lu un article dans le Journal de Québec dont le titre était « Renouveler la protection de la loi 21, c'est prolonger une loi raciste, sexiste ». Une journaliste crédible, établie, qui a écrit ça. Donc, je me suis dit, bien, voyons de quoi on parle. Je suis allé voir, et il y a les guillemets. Si le gouvernement du Québec réitère sa décision de déroger aux droits humains, il prolonge l'existence d'une loi raciste, sexiste, discriminatoire. Je me suis demandé, ça sortait d'où cette affaire-là? Ça sort de votre mémoire, page 5. Une loi raciste, sexiste, discriminatoire. C'est heurtant. Ce sont des accusations qui sont graves, c'est inacceptable, c'est insultant. Pour les personnes qui travaillent sur cette loi, qui ont travaillé sur cette loi, pour les experts qui sont passés avant vous, qui la défendent et qui lui reconnaissent une valeur, qui sont capables de débattre, de critiquer, de s'opposer, de débattre même avec vigueur, mais sans prêter des intentions comme ça à personne. C'est une insulte aussi aux juristes qui ont travaillé sur la loi 21 et à ceux qui étaient là dans la précédente législature, qui sont même plus ici pour s'en défendre, qui ne sont pas représentés en 2022, qui ne sont pas là, mais qui ont voté en faveur de cette loi-là. C'est comme si vous disiez, vous avez voté une loi raciste et sexiste. Et qui vote des lois racistes? Qui vote des lois sexistes? J'imagine que ce sont des gens qui pensent qu'il y a certaines races qui sont supérieures à d'autres, qui pensent que les femmes sont inférieures aux hommes. C'est quand même quelque chose. Et à ce que je sache, une croyance religieuse, on peut se convertir à une religion, on peut changer d'idée, on peut difficilement changer de couleur de peau. Je ne vois pas comment on pourrait associer une race, excusez-moi le terme, une origine ethnique, en particulier à une religion. Enfin, moi, je connais des gens de différentes religions qui ont toutes sortes de pays d'origine. Donc, c'est quand même particulier. En plus, on sait très bien que des symboles religieux peuvent être portés à la fois par des hommes et par des femmes dans certaines religions. Je pense à des gens où ce sont des femmes qui peuvent porter le voile, mais je sais que dans la religion, on sait que ce sont surtout des hommes qui portent la coiffe traditionnelle. Je ne vais pas utiliser le mauvais mot. Puis, on pourrait parler pour chaque religion de personnes. Donc, je ne pense pas qu'il s'agisse de savoir si on est blanc, noir, si on a des traits asiatiques ou si on a des traits latinos. Je ne pense pas que c'est à savoir si on a des hommes ou des femmes, si on adhère à une religion ou pas. Je ne la comprends pas, comme on dit en bon français. Puis vendredi dernier, j'étais avec Jamila Benhabib, Ansaf Haïdar. Ce sont des femmes. Je ne pense pas qu'elles soient sexistes.
si elles sont racistes, je ne sais pas à l'égard de qui. Puis c'est comme si vous défendiez mieux les femmes que ces femmes-là, que celles aussi qui ont voté pour la loi ou qui l'ont amendée, qui l'ont critiquée, mais avec peut-être une certaine hauteur. C'est comme si vous défendiez mieux les femmes que Mme Christiane Pelchat, qui a présidé le Conseil du statut de la femme pendant 5 ans. C'est vraiment particulier. Bien sûr, on a le droit de débattre. Bien sûr, on a le droit d'être en désaccord. C'est très bien comme ça. Même tout à l'heure, il y a eu un intervenant avec qui on avait des différends idéologiques. Puis, j'ai vraiment apprécié cet échange-là parce que ça m'a confronté un peu. J'ai pris beaucoup de notes. Comment on pourrait voir notre position? Peut-être que cette personne-là aussi, je l'espère, a peut-être revu certaines de ses positions. Puis quand la rencontre est finie, la rencontre n'est pas finie parce qu'on continue d'y penser, parce qu'on grandit dans le débat. Mais si on se fait dire en partant, vous n'utilisez pas le terme xénophobe, on pourrait dire raciste, sexiste. En tout cas, pour moi, c'est pas mal au sommet des insultes qu'on peut faire. Je trouve ça particulier. Je comprends que vous ayez d'importantes réserves par rapport à la loi 21, d'importantes réserves par rapport à la mesure de souveraineté parlementaire. C'est très bien comme ça. Mais je pense qu'il y a une manière de faire les choses, puis de voir dans un grand média québécois des termes aussi forts, puis aussi insultants, je vous le dis, c'est pas quelque chose que je pouvais laisser passer. Et vous vous êtes exprimé préalablement dans vos remarques préliminaires. Vous aurez la chance de le faire avec les oppositions. Moi, je n'ai pas de questions. Merci. Est-ce que je comprends qu'il n'y a pas de questions du côté du gouvernement? Merci. Je me tourne maintenant du côté de l'opposition officielle pour une période de 12 minutes 23 secondes. Le temps est à vous. Merci, merci Madame la Présidente. J'ai lu votre mémoire avec attention. Je vous remercie d'abord de l'avoir produit, puis du temps que vous consacrez à la commission qui étudie ce projet de loi-là aujourd'hui. Selon vous, parce que vous vous êtes exprimé clairement et vous vous opposez fermement au projet de loi 52, quel est l'impact de la clause de dérogation sur les droits des gens? Vous donnez quelques exemples. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Certainement. Madame la Présidente, je remercie le député de l'Acadie pour sa question parce que je pense qu'effectivement, ça, c'est le cœur des débats qui doit se passer aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, on a entendu les gens qui parlent de la question comme le seul enjeu ici, c'était est-ce qu'on a un outil pour frapper les fédérales, pour frapper les juges, pour frapper les Anglais. Et je pense que qu'est-ce qu'on doit regarder sur le terrain des vaches, c'est quoi les impacts, c'est quoi les effets de cette loi sur les gens qui doivent le subir quotidiennement. Madame Guinette a mentionné que dans l'annexe de notre mémoire, on a des témoignages d'un certain nombre de personnes, mais c'est très clair, je pense, depuis 5 ans, que dans les communautés racialisées, ça veut dire dans des communautés des immigrants et des gens qui, soit des hindous, soit des sikhs, soit des musulmans, et d'une certaine façon, certains catholiques et certains juifs, qui ont tendance de porter des signes qu'on se sent exclu, on se sent rejeté par le Québec, et on se sent qu'il y a des politiques gouvernement qui disent, pas avec ces mots, mais les actions disent « vous êtes un ennemi de notre nation ». Et pour nous, on trouve ça pas acceptable. Je pense que les gens qui portent des signes religieux ne sont pas là pour essayer de faire le prosélytisme. Les enseignants qui sont là ne sont pas là pour essayer de convaincre les catholiques ou les juifs ou les athées qui sont là de devenir des musulmans. Il y a 40 ans, au moment où, avant la Charte a reconnu comme liberté publique le droit à l'orientation sexuelle, si quelqu'un annonçait, un enseignant annonçait qu'il était homosexuel, gay, il y avait une présomption qu'il était un pédophile. Heureusement, il n'y a plus cette présomption. Il y a beaucoup des homosexuels, des gens gays qui occupent des positions d'autorité dans les écoles et il n'y a jamais eu des plaintes concernant le fait qu'ils sont en train de manipuler leur pouvoir. Pour présumer qu'un enseignant dans une école primaire qui, pour ses propres sentiments de ses relations avec son Dieu, veut porter un hijab,
que ça va attaquer la nation québécoise, la neutralité de l'État, je pense que c'est dépourvu de bon sens. On croit dans la neutralité dans l'État, mais la neutralité de l'État, c'est une question, je pense, de que font les institutions. Ce n'est pas le comportement d'une ou deux personnes. Il y a tout ça. Le gouvernement n'a pas déposé, il y a 5 ans, un plan d'action sur la neutralité d'État pour qu'on puisse examiner les comportements et les politiques dans tous les ministères. On aurait trouvé beaucoup de choses. Ce n'est pas difficile d'en trouver. Évidemment, on parle beaucoup de la question du financement des écoles privées religieuses. Dans toutes les municipalités de Québec, dans le règlement de zonage, il y a des règles particulières pour les lieux de culte. La commission municipale donne des dispensations de payer des taxes foncières à toutes sortes de groupes religieux. Le ministère du Revenu permet des dégrèvements fiscaux pour les gens qui donnent à des charités qui n'ont pour que seul but de promouvoir des activités religieuses. Donc, l'État n'est pas neutre de tout face à des questions. Je ne suggère pas qu'on doit abolir toutes ces choses, mais un État responsable, un gouvernement responsable, au lieu de taper sur la tête de plusieurs femmes immigrantes, aura la responsabilité de voir c'est quoi vraiment les composants de notre État, est-ce que c'est neutre ou pas. Et je ne peux que répéter que les croyances de certains individus n'ont rien à faire avec la neutralité de l'institution. On ne peut pas dire que parce qu'il y a quelques juifs religieux ou quelques femmes musulmanes que l'État prend forme pour une autre religion. La neutralité, c'est que l'État ne prend pas de position. Donc, j'espère que ça commence à répondre à votre question. Je vous... Je peux me permettre de compléter oui, bien sûr. Très brièvement, simplement pour dire que cette réaction nous étonne un peu parce que c'est pas nouveau que non seulement la Ligue, mais d'autres organisations aussi étaient alarmées par les impacts, les effets racistes et discriminatoires envers les femmes de cette loi-là depuis 2019. C'est quelque chose qui a été dit, déposé. Vous repensez à la Commission des droits de la personne en 2019 qui était fortement opposée à la loi sur la laïcité à cause de ces effets discriminatoires sur les personnes racisées, sur les femmes. Également, la Fédération des femmes du Québec et la Ligue aussi qui était présente à l'époque. Ce qu'on dit aujourd'hui, M. Roberge, c'est pas par rapport aux intentions. On n'est pas en train d'insulter des parlementaires, simplement de constater les effets de la loi qui, selon nous, ont des impacts de nature raciste, discriminatoire envers les femmes, donc sexiste. Donc, voilà, merci. Merci. On a entendu, il y a plusieurs groupes, plusieurs experts qui, aujourd'hui, nous ont parlé, évidemment, des pouvoirs du Parlement, de la souveraineté parlementaire, de l'importance de la démocratie, de l'importance des débats parlementaires. Sauf que, si mon souvenir est bon, la loi 21, elle a été adoptée sous le bâillon, qui est quand même une restriction assez grande à la liberté des parlementaires qui est prise par le gouvernement en place. J'aimerais vous entendre là-dessus. Bon, par définition, le bâillon, c'est ça qu'on coupe les débats. Je pense que c'est important dans quelque chose de cet ordre où, effectivement, on veut suspendre les éléments de la Constitution. La Charte canadienne fait partie de la Constitution du Canada. Que ce n'est pas quelque chose qui est fait d'une façon de favoriser et d'abuser les pouvoirs qu'un gouvernement peut détenir. Un gouvernement qui peut être majoritaire d'une façon éphémère. Je note que une grande proportion des gens qui sont touchés, qui se sentent discriminés par cette loi, si on parle des femmes qui sont des immigrants récents, n'ont pas même le droit de vote pour ou contre le gouvernement, mais le gouvernement décide d'utiliser ses pouvoirs pour instaurer des lois qui ont des impacts un peu discriminatoires. On regrette beaucoup aujourd'hui que le gouvernement et les commissions n'ont pas jugé ça correct d'inviter ici des groupes de femmes musulmanes, des individus ou leurs associations, pour témoigner de qu'est-ce qu'ils ont vécu et comment ils regardent la loi. C'est très bon d'avoir des débats philosophiques entre professeurs de droit constitutionnel. Nous autres, on a pignon sur eux sur la rue Jean Talon et Parc, où on a des gens de toutes les cultures
avec voix, les sans-voix qui passent devant nos bureaux tous les jours. Et c'est important que les personnes qui sont affectées ont leur droit de participer, de parler au gouvernement. Et on regrette beaucoup que ces personnes ne sont pas ici aujourd'hui. Le projet de loi qui est devant nous, en fait, a deux articles. J'ai posé cette question-là à d'autres groupes, d'autres experts plus tôt aujourd'hui. On refait l'exercice après 5 ans, mais tout ce que le gouvernement nous donne, c'est de dire, bien, il y a 2 articles, on va renouveler la clause de dérogation. D'après vous, est-ce que le gouvernement devrait faire plus? Est-ce que le gouvernement devrait présenter des éléments aux parlementaires pour qu'on puisse débattre de ces questions-là ou simplement se dire, écoutez, il y a eu un débat avec la loi 21 à l'époque, ces éléments-là sont encore là, donc on peut renouveler la clause. J'aimerais vous entendre là-dessus. Je dirais brièvement, certainement oui. Certainement. Parce que l'idée que une dérogation, une clause non-obstant peut être en vigueur pendant seulement 5 ans à la fois, c'est l'indication que normalement ça prend une nouvelle décision politique, pas juste une question d'une rubber stamp. Qu'est-ce qui est impliqué ici? C'est quelque chose de sérieux. On enlève des droits. Depuis des siècles, soit en France, soit en Angleterre, soit aux États-Unis et ici, les gens qui se sentent lésés par le gouvernement ont le droit d'aller devant les tribunaux. Et on enlève ce droit. Les femmes musulmanes, leur capacité d'ester en justice est enlevée par la clause dérogatoire. Et on continue sans débat, sans justification, sans regarder si c'est toujours valable de renouveler ça. Normalement, dans une société de droit, si on va priver les gens de leurs droits, on doit décider si c'est toujours pertinent. Quand il y a un prisonnier qui arrive devant la commission de libération conditionnelle, on va regarder son dossier, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé depuis sa condamnation, on va voir les effets sociologiques sur lui, sur sa famille, pour décider s'il représente toujours aujourd'hui un danger pour la société. Il n'y a aucun examen que le gouvernement a déposé. Le gouvernement n'a même pas établi des critères, des indicateurs pour mesurer c'est quoi une société, un gouvernement qui est neutre ou laïque. Il y a juste une déclaration qui était surtout politique. Et évidemment, il avait besoin de quelque chose de politique suite à le tournée Bouchard-Taylor et tous les propos racistes qui est expliqué là, avec la charte de valeurs. C'était important pour le gouvernement de se prononcer sur quelque chose, et ils ont décidé pour ça. Mais la situation aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement la même situation politique qu'il y a 5 ans. On peut regarder la situation, je pense, avec beaucoup plus de sérénité. S'il y a toutes sortes d'attaques sur les droits des gens, sur le droit de logement, sur les droits de santé, sur les libertés des prisonniers et tout ça, est-ce que la priorité pour le gouvernement sur les droits, c'est de chercher une dérogation de la Constitution pour empêcher quelques enseignants de porter une voile dans une école primaire? Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas proportionnel, ça n'a pas, d'après nous autres, ça n'a pas justifié. Et le plus grand jet, au-delà de ces personnes individuelles qui se sont lésées, c'est pour toutes les autres personnes dans la société, pour savoir qu'on ne vit plus dans une société de droit. Si le pierre angulaire de notre Constitution, la Charte des droits, est précaire, qu'un gouvernement peut, sans justification, n'importe quelle journée, enlever les droits, on ne peut pas mentir à nous autres pour dire qu'on vit dans une société qui est vraiment une société démocratique. Une société sans des limites, un gouvernement qui pense qu'il est au-delà des tribunaux et pas une question des 2 parties de la même État, de la même Constitution, devient autoritaire. Et on a déjà eu des gouvernements autoritaires dans le passé, et heureusement, si on rappelle Duplessis et les témoins de Jéhovah ou la loi sur le cadenas, il y avait des tribunaux qui ont cassé ça, et ça a permis la révolution tranquille de commencer. On ne voudrait pas retourner à des gouvernements autoritaires, et c'est pourquoi, quand on voudrait démanteler une des chartes qui existent depuis 50 ans, je dois vous arrêter. OK. Le temps est parti à l'opposition officielle et s'est Merci, Madame la écoulé. Présidente. Il reste une dernière période d'échange avec la députée de Verdun pour une période de 4 minutes 8 secondes. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Rapidement, tout à l'heure, vous n'avez pas eu la chance de compléter votre exposé. Si vous voulez prendre 1 minute pour le compléter, s'il y a des choses à ajouter, sinon je vais poser ma question.
Bien, oui, je ne sais pas si mon collègue veut ajouter quelque chose, mais c'est un peu pour ça le choix, pour aller dans le même sens que la dernière intervention de M. Bosquet, c'est un peu ça le choix du titre de notre mémoire, c'est qu'on croit qu'en tant que démocratie, on doit faire mieux. On doit faire mieux par rapport au respect de nos chartes. On doit éviter le plus possible, voire jamais déroger aux droits, surtout dans une situation comme ça qui le justifie pas du tout, à notre avis. On doit éviter de légaliser une discrimination, une législation qui a pour effet de discriminer certaines personnes plus que d'autres dans la société et qui, globalement, fragilise nos instruments de protection des droits humains. Puis là, on a cette conversation-là quelques mois après le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits. On a cette conversation-là quelques mois avant, un an avant le 50e anniversaire de la Charte québécoise. Pour nous, c'est alarmant au plus haut point. Et on invite vraiment à faire mieux en tant que démocratie, puis à replacer les chartes des droits au cœur de nos systèmes politiques et juridiques. Merci. Parlons de la Charte québécoise. Notre position en tant qu'indépendantiste, ce serait de soumettre la loi 21 à la Charte québécoise, tout en affirmant la souveraineté parlementaire face à la Charte canadienne. Moi, j'aimerais ça vous entendre un peu là-dessus. Selon vous, si on soumet l'examen des tribunaux, par exemple, en vue de la Charte québécoise, est-ce que le projet de loi 21 pourrait-il être valide ou quel serait le sort de la loi Leste? Pour nous, ce n'est pas une question pertinente, avec tout respect, et je l'explique pourquoi. Pour nous, ce n'est pas une question constitutionnelle. Ce n'est pas un choix que est-ce que ça doit être le gouvernement fédéral ou le gouvernement provincial qui aura le droit de supprimer des droits des Québécois. Okay? Pour nous, ce n'est pas une question, et ne veut pas rentrer dans les débats sur les questions. On est contre les clauses dérogatoires. À Québec, on est contre les clauses dérogatoires qui existent dans la Charte canadienne. Je pense qu'ils ont fait leur effet dans les derniers 50 ans. On est loin d'être un système parfait, mais ça commençait tranquillement à bâtir une sensibilité des droits et on ne doit pas, soit au niveau provincial, soit au niveau fédéral, les diluer, les attaquer et créer le message qu'ils ne sont pas importants. J'espère que ça répond un petit peu à votre question. Ça répond à ma question. Aussi, ce qu'on fait, on a recours à la clause dérogatoire avec l'article 33 de la Charte canadienne en écartant l'ensemble des articles. J'aimerais ça vous entendre un peu plus là-dessus. Est-ce que pensez-vous qu'il y a certains articles qu'on pourrait n'est pas dérogé, par exemple les articles qui sont entre les 7 et 14? Bon, on a mentionné, vous pouvez lire les quelques paragraphes dans notre mémoire qui touchent cette question que, en dérangeant à la fois à Québec et à la fois au Canada de toutes sortes de droits distincts, mur à mur, avec des choses qui n'ont absolument rien à faire. On voit ça comme un exercice de pouvoir de la part du gouvernement qui veut montrer qu'il est très puissant et qu'ils n'ont vraiment ils ont de moins en moins de respect pour le gouvernement. Mon collègue a mentionné le mot l'utilisation parcimonieuse de ces pouvoirs exceptionnels. Je suggère finalement que ce qu'un gouvernement devrait faire avant d'utiliser la Charte, c'est s'assurer qu'il n'y a pas d'autre chose qu'il peut faire. Le gouvernement Québec a eu un couvre-feu pendant la pandémie. Des choses exceptionnelles qui limitaient les droits, mais ce n'était pas nécessaire de suspendre la Constitution pour le faire. Le gouvernement a des outils et une décision pour invoquer la Charte, c'est une décision politique. Et il y a des alternatives, toujours des alternatives à ça. La période de la deuxième opposition vient de se terminer. Mesdames, Messieurs, merci. Madame, Monsieur, merci pour votre présence aujourd'hui. Alors, la Commission ajourne ses travaux s'inédits.